Bonsoir à tous. Bon, normalement, malgré les bouchons, tout le monde est là, sauf quelques absents. Donc, Jérôme Cabrol, qui a donné procuration à Alain Bedeau, Ludivine Maisonneuve à Chantal Crouzet et Adrien Malice à Marisol Senot. Alors, si vous le voulez bien, nous allons désigner un ou une secrétaire. Ce sera une, Vanessa, qui accepte de jouer ce rôle. Merci, Vanessa. Nous allons approuver le procès-verbal du dernier conseil municipal qui avait eu lieu le 23 octobre 2025. Est-ce qu'il y a des remarques sur ce PV? Non? Merci. Donc, nous l'approuvons à l'unanimité. Merci. Décision du maire. Alors, elle arrive. Depuis le dernier conseil municipal, j'ai pris une décision le 30 octobre 2025 suite à une consultation, attribution du marché, achat et livraison de produits et matériels d'hygiène et d'entretien à la société Nicolin Matériel à Castelnau-le-Lez pour un montant annuel de 22 000 € hors taxe maximum. Le marché est conclu pour un an à compter du 1er janvier 2026. Il est reconductible tacitement chaque année jusqu'au maximum le 31 décembre 2029. Décision du 30 octobre 2025. Après consultation de plusieurs organismes bancaires, signature d'un contrat de prêt avec la Banque Postale pour le financement de divers investissements prévus au budget de la commune, notamment l'école, bien entendu. Les principales caractéristiques de ce prêt sont les suivantes. Le montant, 2 500 000 €. Durée du contrat, 25 ans. Périodicité des échéances trimestrielles, avec un amortissement constant. Un taux d'intérêt annuel, taux fixe de 3,75%, ce qui est quand même correct. Et là, une commission d'engagement des frais donc de 2 500 €. Et c'était un prêt qui était prévu pour couvrir une partie de la construction de l'école. Et enfin, la dernière décision du 2 décembre 2025, préemption en révision de prix des parcelles cadastrées E88 et E89 au lieu dit les Mercières Nord d'une superficie totale de 5 170 m², au prix de 4 136 €, soit 0,80 € le m². Ça correspond au prix habituellement pratiqué dans ce secteur. Et le propriétaire en demandait 13 000 €, donc un prix bien supérieur à nos moyennes communales. Voilà pour les décisions. Le premier point du conseil concerne le fonctionnement comptable avant le vote du budget. Je donne la parole à Pascal. Merci. Merci Claudine. Donc, dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, l'exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celle inscrite au budget de l'année précédente. Par contre, pour la section d'investissement, une autorisation de l'organe délibérant est nécessaire pour que le maire puisse engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, conformément à l'article L. 1612-1 du Code général des collectivités territoriales. Cette autorisation doit préciser le montant et l'affectation des crédits. Il vous est donc proposé, afin de faciliter le fonctionnement comptable de la commune avant le vote du budget primitif, de donner cette autorisation au maire qui porte sur les chapitres et les montants suivants. Chapitre 20, les immobilisations incorporelles, 24 637,51 €. Le chapitre 204, subventions d'équipement versées, 157 425,50 €. Le chapitre 21, les immobilisations corporelles, 150 454,62 €. Et enfin, le chapitre 23, les immobilisations en cours, pour un montant de 998 942,92 €. Très bien, merci Pascal. Donc c'est
délibération que nous prenons chaque fin d'année pour permettre le fonctionnement jusqu'au prochain vote du budget. Donc, s'il n'y a pas de questions, non. Donc, je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient, donc à l'unanimité, je vous remercie. Et Pascal continue avec l'admission en non-valeur de créances irrécouvrables. Oui, pareil, des délibérations qui reviennent chaque année. Donc là, le trésorier nous a informé que malgré les poursuites réglementaires engagées, plusieurs créances sur exercices antérieurs de 2020 à 2024 apparaissent irrécouvrables et doivent être annulées. Donc le titre 1, référence 347 année 2020 d'un montant de 241,18 € est mis à l'encontre de Youslenef Rami, donc c'est des repas de cantine non réglés. Le titre référence 367 année 2023 d'un montant de 180 € est mis à l'encontre de Lopez Manon pour des frais de fourrière non réglés. Et enfin le titre référence 128 sur l'exercice 2024 d'un montant de 180 € également est mis à l'encontre de Discar pour des frais de fourrière non réglés aussi. Pour ce faire, il convient d'émettre un mandat d'un montant global correspondant, donc 601,18 pour ces trois titres, à l'article 65-41, créances admises en non-valeur du budget de la commune. Pour information, les crédits correspondants sont bien prévus au budget primitif 2025. Merci Pascal, donc une somme vraiment modeste, mais bon, qu'on n'arrive pas à recouvrer. Donc, pas de remarques ou de prise de parole, non. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Je passe la parole à Serge sur le dossier de clôture de la ZAC des Sorèdes. Oui, bonsoir. Alors, par délibération, en date du 1er mars 2012, ça fait déjà 13 ans, le conseil municipal a confié à la SAM de venir à sa Saint-Ouen l'aménagement de la ZAC des Sorèdes dans le cadre d'une concession d'aménagement signée le 8 mars 2012. Le concessionnaire s'est dit confier les missions suivantes: assurer la maîtrise foncière, réaliser les études, réaliser les équipements publics de la ZAC, assurer la gestion financière, assurer la commercialisation, assurer la promotion de l'opération et à exercer diverses missions nécessaires à la bonne conduite de l'opération. D'une superficie de 5 hectares au total, la ZAC compte environ 4 hectares de terrain cessible. Ce projet s'inscrivait dans le cadre des objectifs quantitatifs et qualitatifs d'offres de logement, notamment en matière de logement social, définis dans le programme local de l'habitat. Le programme développé répond aux critères de mixité sociale en proposant différents types de logements, environ 30% de logements sociaux locatifs, des logements à cession abordable et des logements à cession libre. Au total, 190 logements étaient prévus sur l'ensemble de la ZAC, se répartissant en immeubles collectifs en R+2 et en logements individuels occupés en R+1. La ZAC des Sorèdes se compose d'espaces à usage collectif faisant partie du domaine public et réservés aux voiries et au stationnement, de zones privatives comprenant des logements individuels et des logements collectifs, d'espaces à usage d'espaces verts et de zones de compensation des eaux pluviales, et de la création d'une liaison routière entre le secteur à aménager et les lotissements existants. Ce programme est aujourd'hui terminé et conformément à l'article 24.2 de la concession d'aménagement, la SAM 3M a établi un dossier de clôture de l'opération d'aménagement avec un arrêt des comptes de l'opération au 30 novembre 2025. La situation des comptes de l'opération concédée donne état des dépenses et des recettes engagées et réalisées à cette date. Le total des dépenses s'établit à 7 240 118,67 hors taxes et le total des recettes s'établit à 7 792 594,36 hors taxes. Il en résulte un résultat positif de 552 475,69 €. Conformément à l'article 24.5 du traité de concession, le bonus de l'opération sera reversé au concédant, c'est-à-dire à la mairie, à hauteur de 80% pour un montant de 441 980,56 € et au concessionnaire pour 20% pour un montant de 110 495,13 €. Il vous est proposé d'approuver le dossier de clôture de l'opération d'aménagement de la ZAC
des Sorèdes, constatant l'achèvement des missions confiées à l'ASAN, approuvant l'arrêt des comptes présentés par la société concessionnaire, lui donnant titus définitif et sans réserve pour les missions qui ont été confiées, en l'autorisant à clôturer la comptabilité spéciale ouverte pour cette opération dans ses livres, et d'autoriser Madame le maire de la société adjointe déléguée à signer ce dossier. Merci. Donc, depuis 2012, eh bien, le départ de ce projet de ZAC, la somme attendue était autour de 400 000 € pour la mairie. Donc là, elle est de 441 000. L'objectif est bien atteint. Donc, ça fera du bien aux finances communales. Voilà, et on arrive au bout. Donc, il y a eu aussi des travaux quand même supplémentaires qui n'étaient pas prévus, notamment en termes de stationnement, des choses comme ça, mais ça n'a pas diminué la somme qui doit être versée à la mairie. Est-ce qu'il y a des questions sur cette clôture du dossier? Non. Donc, je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient, unanimité. Merci. Ensuite, nous avons le dossier qui concerne la résidence René Millot. C'est une autorisation donnée à l'établissement public foncier de vendre à ACM Habitat ces logements et attribuer de la part de la mairie une subvention d'équilibre. Alors, pour mémoire, la résidence René Millot, elle est située rue Antoine Rédier, dans le lotissement des Prés du Château. Elle comporte 10 logements sociaux, mais qui étaient conventionnés en 2008 par le propriétaire, qui était le promoteur, avec l'ANA. Ces conventions sont arrivées à terme en 2020, et selon la loi SRU, les logements allaient sortir de notre décompte communal, et déjà quand nous payons des amendes, ça alourdirait encore plus nos amendes, et en plus il y a des personnes évidemment qui vivent dans ces logements sociaux. Alors le propriétaire a voulu vendre un appartement que nous avons bloqué la vente de manière à enclencher des discussions avec lui et avec l'établissement public foncier et ACM, le bailleur social. Donc on lui a bien dit que nous, notre volonté ici était engagée, c'était d'avoir des logements sociaux dans ce lotissement et que nous souhaitions que ces logements sociaux y restent. Donc du coup, il y a eu des discussions et nous sommes arrivés à un accord puisque c'est l'EPF qui rachète et qui va revendre à ACM ces 10 logements. Nous allons nous aussi verser une subvention de 10 000 € par logement, donc il y a 10 logements, ça fera 100 000 €, mais c'est défalqué de notre amende quand on fait des frais liés à la production de logements sociaux. Donc il est demandé là d'autoriser l'EPF à revendre la résidence René Millot à ACM Habitat, d'approuver l'octroi d'une subvention d'équilibre à ACM Habitat d'un montant de 100 000 € pour le rachat et l'exploitation en logements sociaux de la résidence René Millot et de m'autoriser à signer la convention de financement correspondante. Alors pour mémoire, je voudrais retrouver le montant d'1,7 million. 1,7 million. Le propriétaire en voulait 2 millions au départ. Donc là, c'est vendu 1,7 million. Nous ajoutons, donc nous avons là-dedans les 100 000 €. La métropole a également subventionné ces logements, ce qui n'était pas gagné, puisqu'ils existaient déjà, mais nous avons aussi obtenu un financement de la métropole et je suis ravie d'arriver à ce résultat, de maintenir ces logements dans le parc social. Il y a même des familles qui vont payer moins cher, puisqu'il y aura 4 logements, là c'était du PSL là, des loyers les plus élevés des logements sociaux, et là il y aura 4 logements en PLAI, donc les loyers vont baisser pour certaines personnes modestes. Est-ce qu'il y a des questions? Alors c'est un dossier dont on discute avec le propriétaire et les partenaires depuis plusieurs mois. Hein. Donc on arrive au bout et au 1er janvier, si on n'était pas arrivé là, on est en décembre, voilà, ça ne sortira pas. Sinon, en janvier, ces logements sortaient de notre parc de logements sociaux. Pas de questions particulières?
j'ai été assez claire. Bon. Je vous propose de voter cette délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Je passe la parole à Pascal sur la convention de fourrière automobile. Merci Claudine. Donc, dans sa séance du 30 juin 2021, le conseil municipal avait désigné l'entreprise Atar Dépannage comme délégataire de service public pour la fourrière automobile et autorisé le maire à signer avec cette entreprise la convention correspondante. Cette convention arrive à échéance au mois de juillet 2026. En vue de la signature d'une nouvelle convention de fourrière automobile et compte tenu de son montant, il est possible de recourir à une procédure simplifiée de délégation de service public. D'une durée de 5 ans, cette convention aura pour objet de confier à un délégataire la gestion du service d'enlèvement, de mise en fourrière, de gardiennage et de restitution dans les cas suivants. Véhicules se trouvant en infraction tels que prévus aux articles R47-10 et R47-13 du Code de la route, véhicules constituant une entrave à la circulation prévue aux articles R412-51 et L412-1 du Code de la route. Il vous est donc proposé de lancer une procédure simplifiée de délégation de service public en vue de la signature d'une convention de fourrière automobile. À l'issue de la procédure, le conseil municipal sera appelé à délibérer sur le choix du délégataire et pour donner au maire l'autorisation de signer la convention correspondante. Merci. Donc voilà, c'est le renouvellement le relancement d'une procédure. La fourrière est déjà active sur Castries lorsque c'est nécessaire. Des questions sur le lancement de cette procédure? Non. Donc je mets aux voix. Oui. Ça fait 6 mois à l'avance Oui, la procédure est longue parce qu'il faut lancer un appel d'offres ensuite et avant de retenir le concessionnaire. On sera dans les délais comme ça, il n'y aura pas de temps mort entre les deux délégations. Donc qui est contre, qui s'abstient? Unanimité, merci. Je passe la parole à Marisol sur l'approbation d'une convention de financement avec l'école privée Sainte-Marie. Merci Claudine, bonsoir. Donc les communes sont tenues de participer aux dépenses de fonctionnement des classes des établissements privés sous contrat d'association situés sur leur territoire. Il existe donc une convention de financement entre la commune et l'école privée Sainte-Marie. Cette convention arrive à échéance et il convient de la renouveler. Une nouvelle convention a donc été rédigée pour l'année scolaire 2025-2026. Elle a pour objet de définir les conditions de financement des dépenses de fonctionnement des classes maternelles et élémentaires de l'école privée Sainte-Marie dans le cadre du forfait communal. Le critère d'évaluation du forfait communal global est l'ensemble des dépenses de fonctionnement assumées par la commune pour les classes maternelles et élémentaires publiques. Cette évaluation a été faite conformément à la liste des dépenses éligibles visée par la circulaire numéro 2012-025 du 15 février 2012. Pour l'année scolaire 2025-2026, la commune s'engage donc à verser un forfait de 596,33 € par élève castriote fréquentant une classe élémentaire, 1090,43 € par élève castriote fréquentant une classe maternelle. Le versement s'effectuera en 2 fois. Premier versement en février au plus tard à hauteur de 50%. Second versement après le vote du budget de l'année et au plus tard en juin. Pour bénéficier de cette participation, l'école Sainte-Marie devra fournir une liste nominative avec les adresses et un justificatif de domicile pour chaque enfant. La convention précise également que l'OGEC s'engage notamment à communiquer le compte de fonctionnement pour l'année écoulée et les justificatifs d'emploi des fonds versés. Il vous est proposé d'accepter les termes de la convention de financement avec l'école Sainte-Marie selon les modalités précisées ci-dessus. Merci. Donc ces conditions ont été acceptées évidemment par l'école. Et je rappelle que depuis 2 ans, nous avons plus que doublé notre participation, ce qui est normal, ce qui est la loi, puisqu'on doit donner autant aux écoles privées sous contrat sur le territoire que dans les écoles publiques. Mais il y a eu une forte remise à niveau qui n'avait pas été faite depuis quelques années.
Et donc la dotation est passée à plus de 100 000 euros alors qu'elle était à 40 000 à peu près il y a 3 ans. Tout le monde est d'accord, pas de questions. Je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient, unanimité. Je passe la parole à Sylviane sur le fonctionnement de l'école de musique. Merci Claudine. Depuis son intégration au schéma départemental de l'enseignement musical de l'Hérault en 2012, l'école municipale de musique de Castries a multiplié les efforts pour tenir ses engagements en tant qu'école de musique de proximité. 14 disciplines d'enseignement musical ont ainsi été mises en place et le niveau de qualification des enseignants a été renforcé. Parallèlement, les pratiques d'ensemble ont été développées pour participer activement à l'animation culturelle du territoire. Ce sont près de 160 élèves qui suivent les divers enseignements de l'école. L'école municipale de musique de Castries est subventionnée depuis plusieurs années par le département de l'Hérault et fait partie des écoles associées au conservatoire de la métropole de Montpellier. Par ailleurs, cette école remplit tous les critères d'éligibilité pour accéder au statut d'école de musique ressource. Ce positionnement est renforcé par une importante considération territoriale dans le sens où aucune école de musique ressource n'existe à l'heure actuelle sur le secteur est de Montpellier. Avec une école de musique ressource, la commune peut prétendre à une subvention du département de l'Hérault de 24 000 €. Il vous est demandé d'autoriser Madame le maire à déposer cette demande de subvention. Merci Sylviane. Donc c'est la subvention que nous sollicitons chaque année auprès du département. On verra si pour 2026. Alors en général, elle n'est pas de 24 000, elle avait augmenté un petit peu, là elle était à 8 000 ou 9 000 € de mémoire. Pas de questions? Non. Je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient, unanimité. Et je passe la parole à Robert sur l'inscription de la voie historique du chemin d'Arles entre Villetel et le Mas de Roux au PDIPR, et il va vous dire ce que ça veut dire. Il va vous expliquer. Comme chacun le sait, il s'agit du plan départemental d'itinéraire de promenade et de randonnée, voilà, qui est mis en place au plan départemental, conformément à l'article L361 du Code de l'environnement. Les chemins ruraux inscrits au PDIPR ne peuvent être aliénés, voire supprimés, que dans la mesure où la continuité des itinéraires est préservée, soit par le maintien du droit de passage, soit par la mise en place d'un itinéraire de substitution adapté à la promenade et à la randonnée, et ce, en accord avec le département. Dans ce cadre, l'association pour les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en Languedoc-Roussillon souhaite pérenniser l'itinéraire de la voie historique de la Via Dionisia sur la partie Villetel-Mas de Roux, et à ce titre, l'inscription au PDIPR. L'association s'engage sur le balisage et les aménagements nécessaires au passage des pèlerins. Le tronçon de cet itinéraire traverse la commune de Castries en empruntant une partie de la voie communale. En conséquence, le conseil municipal est appelé à émettre un avis sur ce projet et à désigner les chemins ruraux pour lesquels il accepte l'inscription au plan départemental. Compte tenu de l'intérêt que présente le passage de cet itinéraire dans le cadre de la mise en valeur et de la découverte de la commune, il vous est proposé d'adopter l'itinéraire de la voie historique du chemin d'Arles entre Villetel et le Mas de Roux au GR numéro 653 sur la commune de Castries, destiné à la promenade et à la randonnée pédestre, équestre et vélo tout-terrain. D'accepter l'inscription au plan départemental des chemins ruraux de la commune compris dans cet itinéraire. D'autoriser l'association pour les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle à Languedoc-Roussillon, ses représentants ou prestataires, à installer sur les tronçons de cet itinéraire appartenant à la commune le mobilier de balisage jacquère, c'est-à-dire les balises jaunes et bleues, nécessaires à la signalisation, l'information et la réglementation, balises, panneaux et barrières, et effectuer les travaux si nécessaires pour le passage des randonneurs,
Ces travaux intervenant pour la signalétique propre à l'itinéraire de randonnée, la voie historique du chemin d'Arles. De s'engager sur l'itinéraire ainsi adopté afin d'éviter les confusions de balisage, à ne pas baliser ou autoriser le balisage ou le rebalisage des autocircuits, à l'exception de ceux ayant reçu l'accord du gestionnaire de l'itinéraire, d'autoriser le maire à prendre pour certains tronçons concernant la commune un arrêté interdisant le passage des véhicules à moteur et notamment des véhicules spéciaux tout-terrain 4x4 et 2 roues. Cette interdiction ne s'appliquera pas aux véhicules de service ou de secours et aux véhicules utilisés par les riverains, propriétaires, locataires ou exploitants. Elle pourra être levée de façon temporaire pour des utilisations particulières et après autorisation express. Et enfin, autoriser le maire à signer toutes les pièces nécessaires à la poursuite de cette affaire. Donc, grosso modo, pour ceux qui n'ont pas suivi, il s'agit d'autoriser que le passage de ce chemin se fasse entre, vous situez, on est sur la route de Fontmagne à Saint-Brest. Vous voyez le pont qui passe au-dessus de l'autoroute. Et donc, c'est un tronçon qui arrivera du pont de l'autoroute jusqu'au chemin de Masderoux, soit à peu près 200 mètres. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci, mais nous rétablissons la voie historique. Là. Voilà, c'est important. Merci Robert. Est-ce qu'il y a des questions sur cette voie de Saint-Jacques de Compostelle? Donc je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient, unanimité. Merci. Nous avons ensuite un point sur le renouvellement de la convention avec le centre de gestion de l'Hérault pour la médecine préventive. La commune y adhère et la convention a pour objet de définir les modalités d'intervention du pôle de médecine préventive qui arrive à expiration le 31 décembre 2025. Afin d'actualiser ces modalités d'intervention, le centre de gestion a fait parvenir une nouvelle convention qui répond aux nouveaux enjeux réglementaires liés au suivi des agents. Cette convention définit entre autres les missions assurées par ce service de médecine, surveillance médicale, conseil, action sur le milieu professionnel et les conditions financières. Comme dans la précédente convention, la commune s'engage à verser une cotisation annuelle pour les prestations proposées égale à 0,42% de la masse salariale soumise à l'URSSAF. Cette tarification inclut toutes les activités proposées. C'est une tarification unique supprimant la facturation à l'acte et seuls les créneaux programmés et non honorés seront facturés 55 €. Si ces créneaux n'ont pas pu être pourvus par un autre agent de la collectivité. Cette convention prévoit également l'obligation d'utiliser le portail web Metra 4 pour sécuriser et simplifier les démarches. La convention est conclue pour 3 ans à compter du 1er janvier 2026. Elle est renouvelable par tacite reconduction pour des périodes successives de 3 ans chacune, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties avec un préavis de 6 mois. Donc il vous est demandé de m'autoriser à signer ou d'autoriser le maire à signer cette convention. Est-ce qu'il y a des questions? Non, donc je mets aux voix. Qui est contre, qui s'abstient, unanimité. Merci. Je poursuis avec la protection sociale complémentaire, la participation de la commune au risque santé des agents. La réforme de la protection sociale complémentaire dans la fonction publique territoriale place la couverture des risques prévoyance et santé des agents au premier plan de la responsabilité des employeurs publics territoriaux. Elle a introduit notamment une obligation de mettre en œuvre une participation financière à la couverture du risque prévoyance des agents à compter du 1er janvier 2025, puis à celle du risque santé à compter du 1er janvier 2026. Depuis plusieurs années, la commune participe au risque prévoyance pour les agents à hauteur de 35 € par mois. Par délibération, en date du 23 octobre 2025, nous avons d'ailleurs
décidé de porter cette participation à 22 € dans l'objectif de participer également au risque santé. La participation minimale des employeurs territoriaux en matière de frais de santé à compter du 1er janvier 2026 s'établit à 15 € par agent et par mois. La municipalité souhaite retenir ce montant pour sa participation au risque santé, ce qui fait que le montant global de l'aide de la commune passerait de 35 € à 37 €. Par ailleurs, le conseil municipal doit délibérer sur la procédure qui entrera en vigueur au 1er janvier 2026. Soit la convention de participation, comme cela a été fait avec le centre de gestion pour le risque prévoyance, en définissant un montant de participation fixe et identique à tous les agents, soit la labellisation. Chaque agent choisit librement la protection lui convenant le mieux auprès d'un organisme labellisé de son choix. La collectivité acte simplement la procédure de labellisation et définit également un montant de participation fixe et identique à tous les agents. Les agents de la commune sont actuellement consultés pour connaître leurs préférences et le comité social territorial s'est réuni le 11 décembre 2025 pour discuter de ces propositions. Les conclusions de cette consultation sont que le choix a été, à l'unanimité largement, a été l'accès à des garanties collectives sans considération de l'âge, de l'état de santé, du sexe ou de la catégorie professionnelle, un niveau de couverture adéquat reposant sur les garanties les plus pertinentes compte tenu des besoins sociaux et des contraintes économiques des employeurs publics. Le bénéfice de taux de cotisation négociés est maintenu 3 ans. En conséquence, il vous est proposé, après le CST, après cette consultation, d'adhérer à la mission protection sociale complémentaire du centre de gestion, dont la cotisation annuelle a été fixée par le conseil d'administration à 0,05% de la masse salariale, d'adhérer à la convention de participation pour la couverture du risque santé et au contrat collectif à adhésion facultative afférent de la MNT au bénéfice de l'ensemble des agents de la commune à compter du 1er mars 2026, de participer enfin financièrement à la cotisation des agents à hauteur de 15 € par mois. En janvier et février 2026, cette participation sera versée aux agents ayant souscrit une mutuelle auprès d'un organisme labellisé et à partir du 1er mars à ceux adhérant au contrat collectif. Voilà, on laisse le temps aux agents de faire les démarches. Et évidemment, suite au CST qui a émis un avis favorable à ces propositions, il vous est proposé d'accepter ces contrats. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Non, donc je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Nous avons ensuite la modification du tableau des effectifs. Donc chaque année, en fonction des départs, des arrivées, des évolutions de carrière, hein, vous le savez, nous créons des postes et les fermons lorsqu'il n'y a plus d'utilité. Donc là, compte tenu des besoins dans les divers services, il vous est proposé de créer des postes. Un poste d'assistant d'enseignement artistique principal de première classe à temps non complet puisqu'il s'agit de 7 heures par semaine et c'est une professeure de l'école de musique qui est titulaire à Gignac et qui intervient pour 7 heures par semaine à Castries. Ça lui permet de cotiser au moins pour la retraite en ayant ces 7 heures complémentaires. Un poste de gardien de police et un poste de brigadier chef principal parce que nous sommes en train de recruter un policier et en fonction du niveau du policier, nous fermerons l'un des 2 postes. Et parallèlement, il vous est proposé de supprimer des postes devenus vacants, à savoir 2 postes d'assistant d'enseignement artistique principal de 2e classe à temps non complet,
un à 5h30 par semaine et un à 10h par semaine. Donc ce sont aussi des professeurs de l'école de musique qui sont partis ailleurs. Donc ils ne sont plus dans les effectifs. Et nous avons soumis ce dossier également au CST qui a émis un avis favorable. Est-ce que vous avez des questions? Non, bien, je le mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Alors, nous avons ensuite des questions et informations diverses. Donc, moi, j'ai quelques points. Ensuite, je donnerai la parole à François pour le Téléthon, à Chantal pour la collecte pour l'épicerie solidaire et aussi le marché de Noël. Voilà. Donc moi je voulais vous dire que nous avons une journée avec les services de l'État sur la lutte contre la cabanisation, avec l'État qui est quand même à nos côtés et ça rend les choses assez efficaces. Ils reviennent au mois de janvier, donc il y a déjà des gens qui vivaient illégalement dans la campagne qui sont partis et il y en a d'autres qui vont partir. Donc on a obtenu davantage, on est au tribunal également, mais c'est tellement long, ça dure des années et les dossiers ne passent pas. Donc là, on peut mettre en état accompagné de l'État, faire des arrêtés et mettre à la charge du propriétaire du terrain des astreintes qui peuvent aller jusqu'à 500 € par jour. Donc inutile de vous dire que ça booste, on dirait, un petit peu les choses et que les propriétaires n'ont pas intérêt à laisser leur terrain dans cet état-là. Donc nous aurons une nouvelle journée en janvier. Le marché de Noël, le Téléthon, nous y reviendrons. Le Noël du personnel, bien, il a lieu cette semaine, le 18 décembre, jeudi soir, au foyer, Hippolyte Paulet, à partir de 18h30 pour les enfants du personnel. Le goûter spectacle de Noël des aînés, bien, le lendemain, vendredi 19 décembre, à partir de 14h30. Et nous avons dans le goûter spectacle, et pour les gens, il y a 150 inscrits, un peu plus maintenant, et pour les gens qui ne peuvent pas se déplacer, qui sont trop âgés, qui sont malades, nous avons une cinquantaine de colis que nous leur distribuerons. Ensuite, les vœux à la population auront lieu le 3 janvier à 18h, au foyer, évidemment. Nous avons, je voulais dire un mot sur les déchets, puisque nous avons eu une réunion avec la métropole à nouveau dans le centre de Castries, puisqu'ils doivent installer ce qu'ils appellent des cache-bacs pour que les bacs se voient moins. Et il y a des bacs qui vont être enlevés, notamment au centre, contre l'église, et vont être derrière et cachés avec des cache-bacs. Le Square Coste, vraiment en ce moment, j'en suis navrée, il est dans un état inadmissible. Donc nous allons enlever les poubelles qui ont été placées dans ce Square Coste, les gens ils vont porter les poubelles dans d'autres poubelles qui vont être mises dans de la ferronnerie, ça sera plus joli, sur la place là, de l'église. Donc ces poubelles-là vont être enlevées. Il y a 1 ou 2 bacs de composteurs qui vont être enlevés, parce que maintenant il y en a 5, on ne sait pas pourquoi. Ils vont être déplacés plus au fond du square pour que ça fasse plus joli. Et j'ai demandé au service technique de faire un grand nettoyage et ensuite une mise en valeur de ce square qui est quand même classé. Il ne faut pas l'oublier, on plantera quelques fleurs. Les feuilles, elles peuvent être mises dans les composteurs. Enfin, voilà. C'est en cours, mais c'est vrai que c'est la métropole. Ils nous ont dit courant janvier. On n'a pas la date exacte pour le moment. On a eu le dernier conseil de métropole. Donc voilà, la métropole, il n'y aura pas de conseil avant les élections. Nous, pour notre part, nous aurons encore un conseil municipal pour en février et nous voterons notamment le compte administratif. Il me semble que j'ai fait à peu près le tour. Je vais passer donc la parole peut-être à François pour le Téléthon, où il n'est pas trop
mécontents et remercier à nouveau les associations, les commerçants, tous les castriotes et bien sûr François, tous les élus, tous les services de la mairie qui se sont regroupés, les Patricia, Sériès aussi qui est très actif, et bien sûr le conseil municipal des jeunes qui était cette année les parrains et marraines de ce téléthon. Mais je laisse la parole à François. Oui, merci. Je sais pas si vous m'entendez, c'est bon? Non. Là, voilà, c'est mieux. Voilà, donc l'année dernière, on avait fait un tout petit peu plus de 14 000 euros. Cette année, on a énormément d'associations qui ont adhéré au Téléthon. Je donnerai la liste complète et ça sera marqué. J'attends encore un peu parce que j'en ai qui vont faire également des opérations la semaine prochaine. Donc, je n'ai pas les comptes définitifs actuellement. Je suis aux alentours de... J'ai encore des choses à régler. La Ligo, par exemple, qui a été un succès, où il y a eu 120 personnes qui sont venues manger la Ligo. Donc, il faut que je règle la Ligo et les choses attenantes. Mais j'estime actuellement, avec ce que je sais, mais je ne sais pas tout au niveau des remontées, parce qu'il va y en avoir d'autres, mais je ne suis pas au courant des sommes, je suis à 14 600 euros à peu près, donc on est au-delà du Téléthon de l'année dernière, mais je pense même qu'on va monter au-delà des 15 000. Enfin, je croise les doigts. Voilà. Donc c'est une très très bonne année. Effectivement, beaucoup d'associations ont répondu présent. Les pompiers, il faut le signaler, ont été là toute la journée. Ils avaient bloqué un véhicule pour justement qu'il ne parte pas en opération, ce qui était arrivé l'année dernière. Et donc voilà, c'était une belle réalisation. J'ai encore à remonter des fonds. J'ai une présidente d'association qui vient de m'en donner, j'en ai d'autres que je vois demain, j'en ai d'autres que je vois mercredi. Donc voilà, je pense que ce sera une très très belle année Téléthon. Voilà, merci beaucoup, merci à tous. Très bien, merci. Il ne faut pas oublier que plutôt que d'envoyer par la poste, on peut donner à Castries et les gens ont également l'attestation fiscale pour la réduction d'impôts. Et comme ça, Castries donne davantage au Téléthon. Et oui, merci aux pompiers, les pompiers qui ont été très présents. Et ils ont, vous dire que cette année, ils ont organisé la Sainte Barbe, les pompiers, c'était une première pour mettre à l'honneur certains d'entre eux. C'était une belle, avec les familles, c'était une belle cérémonie. Aussi, ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'on va installer des tables de ping-pong neuves. Donc on va remplacer enfin, Muriel nous l'avait demandé, la table de ping-pong de la Guesse. On va mettre une table près du foyer, le gymnase là-bas dans ce coin, une à la Calade et une sur le pump track. Voilà, 4 tables de ping-pong parce que c'est vrai qu'avec les frères Lebrun, ça joue au ping-pong pas mal. Et puis nous avons maintenant un club de ping-pong à Castries. Et je passe la parole à Chantal. Oui, merci Claudine. Oui, pour ce qui concerne la banque alimentaire, dont la collecte s'est tenue récemment, je ne me souviens plus des dates, c'était en novembre. Donc ça a été une bonne collecte puisque nous avons récolté 100 kilos de plus que la dernière collecte du mois de juin. Donc pour une période qui est un peu plus calme et la veille de fête, donc ça a été une bonne collecte, qui fait à peu près 1370 kilos. Donc, merci à tous les donateurs qui ont déjà pu être remerciés par l'article sur le Midi Libre, mais également merci à tous parmi vous qui avez participé à cette collecte et qui avez pu participer à ces dons. Voilà, donc merci pour la collecte alimentaire et puis merci aussi pour le marché de Noël à ceux qui m'ont aidé pour la mise en place des décorations et l'enlèvement, parce que ça a été un marché qui a été très bien perçu par les artistes, par les exposants et par les visiteurs. Donc on a eu un bon marché puisqu'il a fait beau et qu'il était très très bien. Voilà. Merci, oui, il y a eu beaucoup de monde sur le marché. C'était une réussite. D'autres points que vous souhaitez Non? Donc merci, je lève la séance du conseil. Et est-ce que dans la salle il y a des questions? Monsieur Masson?